Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média. Nous sommes le 6 septembre, vous regardez ou écoutez le 12e numéro du Fond de l'Info, un numéro un peu spécial puisque notre collègue et camarade Nadia n'est pas là à nos côtés, même si elle a travaillé sur ce contenu avec nous. Avec mon ami Thomas Dietrich, on commente l'actualité politique de la semaine passée, marquée par de nouvelles atteintes très graves à nos libertés. Car oui, l'état de la liberté de la presse notamment inquiète en France. La semaine dernière, le quotidien Le Monde a censuré une tribune d'un chercheur critiquant les déclarations de Macron en Algérie. Le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, confirme qu'elle a été dépubliée suite à une intervention de l'Élysée. On discute de cet énième scandale Made in Macronie. La liberté religieuse continue d'être menacée par notre ministre de l'Intérieur, qui est également le ministre des Cultes. La chasse aux imams lancée par Gérald Darmanin s'intensifie après l'expulsion d'Hassan Iqiyoussen, l'expulsion paradoxale puisqu'il est parti sans être expulsé, on veut qu'il revienne pour pouvoir avoir le plaisir de l'expulser. Le ministre de l'Intérieur a dressé une liste d'imams qu'il juge indésirables et à qui il aimerait délivrer des obligations de quitter le territoire. Le RN en rêvait, Darmanin l'a fait. L'autre sujet brûlant du moment, c'est la rentrée sociale. Des tensions sont apparues au début de l'été entre la NUPES et les syndicats qui ne semblent pas décidés à faire front commun. Le risque de division du front social se profile, ce qui semble également réjouir une partie des éléphants du PS qui cherchent à mettre en péril la cohésion de la NUPES. On discute tous les deux de cette actu agitée pendant un certain temps, des dizaines de minutes, disons. C'est parti. Salut Thomas. Alors, l'état de la liberté de la presse inquiète en France. La semaine dernière, une tribune d'un chercheur critiquant les propos d'Emmanuel Macron tenus lors d'une visite en Algérie a été dépubliée par le journal Le Monde. Thomas, on peut un peu revenir sur le contexte de cette histoire complètement folle. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des signaux inquiétants du point de vue de la liberté de la presse en France. Il y a le fameux classement de Reporters sans frontières qui établit un classement des pays au niveau de la liberté de la presse. Et la France est quand même 34e, derrière Trinidad et Tobago et le Timor oriental, ce qui est inquiétant. Donc ça ne date pas de hier, mais c'est vrai que la semaine dernière, ça a été un peu le festival des alertes au niveau de la liberté de la presse. Il y a eu cette tribune qui a été publiée dans le Monde par un chercheur qui s'appelle Paul-Max Morin, qui finalement ne dit rien de scandaleux, qui dit que Emmanuel Macron est allé en Algérie, a tenu des propos très controversés, en parlant notamment d'une histoire d'amour tragique entre la France et l'Algérie. D'ailleurs, ces critiques étaient tout à fait fondées. Alors, il a parlé d'une histoire d'amour dans laquelle il y a une part de tragique, mais en tout cas, on va écouter l'extrait. Sur les propos qui vous ont été prêtés en septembre dernier, en ce début de voyage, ces propos sont oubliés. Non, mais vous savez, c'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Non, mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Et moi, j'essaie, depuis que je suis président de la République et même avant, de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent, au fond, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Moi, je ne suis pas un enfant de la guerre d'Algérie. Ma famille non plus, mais je sais une chose. La France ne peut pas avancer sur ce sujet, et l'Algérie non plus. Pourquoi ? Parce que nos histoires sont liées. Oui, globalement, la ligne de Jérôme Fenoglio, c'est que Paul-Max Morin a mal compris Macron, qui ne parlait pas de la colonisation de l'Algérie, mais bon, on ne sait pas exactement de quoi il parlait en parlant de cette histoire d'amour mélangée de tragique. Alors, Emmanuel Macron a quand même tenu à de nombreuses reprises des propos similaires en parlant d'histoire d'amour entre la France et l'Algérie, et puis aussi d'histoire d'amour entre la France et l'Afrique. D'ailleurs, c'est quand même assez surprenant que quelqu'un qui a 40 ans, qui n'a pas connu la colonisation, emploie un vocabulaire qui relève de l'époque
coloniale, puisque l'histoire d'amour, ça a été toujours un justificatif à l'époque de la colonisation pour parler des relations avec des pays d'Afrique qu'on était en train de coloniser de la manière la plus dure, par le vol, par le viol, par le pillage, par la terreur, des fois par l'esclavage. Et il faut lire, moi j'aime pas du tout le personnage, mais il faut lire ce roman de Henri de Monterland qui s'appelle La Rose des Sables et qui raconte la colonisation au Maroc et comment la conquête des terres et la conquête des corps par le viol sont intimement liés. Donc quand on parle d'histoire d'amour, ça renvoie à un imaginaire colonial qui pour moi est complètement dépassé, qui est pour moi complètement obsolète, et ça montre bien le fait que la France est une puissance en déclin, un déclin que Emmanuel Macron n'arrive plus à cacher, et comme on est incapable de magnifier notre présent, on est en train de réinventer notre passé et de revoir la colonisation sous un jour bien plus lumineux qu'il ne l'est. Il faut se souvenir des propos de Aimé Césaire, que la colonisation, c'est des hommes arrachés à leur terre, à leur Dieu, c'est des millions d'hommes à qui on a savamment inculqué la peur, le complexe d'infériorité, l'agenouillement, le tremblement, le désespoir, le larbini. C'était ça, la colonisation. Et en fait, cette tribune, finalement, ne faisait que critiquer les propos d'Emmanuel Macron. Et non seulement Le Monde l'a dépublié, mais ils ont présenté leurs excuses au président de la République. On se croirait dans quelle république bananière. Aplatis, en fait, pour dire la vérité. Et peut-être que ça s'explique par le fait que dans les actionnaires du Monde, on retrouve notamment Xavier Niel, Jean de Bernard Arnault, le patron de Free, qui est un proche des proches d'Emmanuel Macron. Alors peut-être que ça explique aussi le fait que Le Monde se soit aplati devant le président de la République. Alors, il y a Xavier Niel, mais il y a également Daniel Kretinsky. Daniel Kretinsky, qui est un magnat de l'énergie, et notamment du gaz, parce que finalement, il est un peu dans tous les pipelines qui relient la Russie à l'Europe, mais pas seulement. Une de ses spécialités, c'est de racheter des centrales thermiques en fin de vie, et notamment des centrales au charbon, et de les démanteler, enfin de maintenir ce qu'il faut maintenir, de profiter des derniers moments de ce qui est amené à être balayé par la transition énergétique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes énergétiques, et Daniel Kretinsky, en fait, c'est l'âge d'or pour lui. Il est en discussion avec l'État pour couvrir éventuellement les manques qu'il nous faudrait, notamment avec ces usines à charbon, notamment celle de Saint-Avold, qui devait fermer mais qui n'a pu fermer. Donc globalement, cet homme aussi est un homme qui fait partie des dirigeants du monde et qui a intérêt à ce que Macron soit content, on va dire. Bien sûr. Alors Thomas, un certain nombre d'historiens et d'historiennes ont réagi à cette dépublication, et ils ont considéré que sur le fond, il ne disait rien de choquant, rien de scandaleux, et qu'il était dans la vérité. Et puis sur la forme, certains ont estimé qu'au fond, on ne répond pas à une tribune qu'on estime infondée par une dépublication, mais par une réponse, puisque opinion, c'est une rubrique où on débat. Et c'est justement ce refus du débat, cette manière de couper court et d'empêcher tout débat qui les inquiète. Oui, mais c'est peut-être symptomatique de l'état actuel de la presse en France. C'est-à-dire pourquoi la France se retrouve 34e au classement de la liberté de la presse. C'est parce qu'il y a une concentration des médias, des principaux médias, des médias mainstream, dans les mains de quelques milliardaires. On a beaucoup parlé de Bolloré, mais on peut parler de Bernard Arnault, de Xavier Niel, Pinault, Lagardère, même s'il est en train de se débarrasser petit à petit de son empire. Et c'est vrai que c'est quand même... Il y a Patrick Drahi. C'est quand même très inquiétant pour l'avenir démocratique de notre pays. On a vu qu'à de nombreuses reprises, lors des dernières crises qu'il y a eu dans notre pays, notamment la crise des Gilets jaunes, la couverture médiatique de ces médias mainstream qui pouvaient être très hostiles à des mouvements sociaux, très hostiles à la colère populaire, faisant passer les Gilets jaunes pour des casseurs, pour des sauvages. Et je veux dire, ça ne va pas s'améliorer. Alors, dans ce contexte, Emmanuel Macron a tenu des propos très controversés, appelant les journalistes de France Média Monde, France 24 et RFI notamment, à être les porte-voix de la France, à assumer une stratégie de rayonnement et d'influence pour notre pays. Alors, une déclaration de Macron qui a suscité de vives réactions chez les journalistes de France 24 et de RFI. On écoute un extrait de cette déclaration. Je veux ici aborder aussi un levier plus défensif, et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations.
le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Alors Thomas, voilà une déclaration qui ne va pas arranger les affaires des journalistes de ces médias-là, qui sont des médias bien spécifiques, puisqu'ils sont des médias français à destination de l'étranger. Ils ont un grand nombre de correspondants à l'étranger, et l'essentiel de leurs auditeurs et téléspectateurs à l'étranger. Alors c'est une déclaration très dangereuse. Il faut savoir que France Média Monde, notamment France 24 et RFI, sont très écoutés dans l'espace francophone et notamment en Afrique. RFI, c'est quand même quelque chose. Dans n'importe quel village d'Afrique francophone, les gens se réveillent le matin en écoutant RFI. Ça a longtemps été le cas. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant. Et le fait de dire que finalement les journalistes de France Média Monde doivent être les porte-voix d'une influence française, d'une diplomatie française, qu'ils doivent contrer le discours, le narratif chinois, russe ou turc, déjà c'est dangereux pour les correspondants de RFI et de France 24 qui sont dans les pays d'Afrique et qui font face à une hostilité souvent très forte contre la politique française et un amalgame entre la politique française et ces médias-là qui sont France 24 et RFI, qui sont déjà souvent considérés comme les porte-voix. Et finalement, Emmanuel Macron, en disant ça, fait passer les journalistes, les correspondants de France 24 et de RFI pour des bons petits soldats, des moines soldats de l'influence française en Afrique. Et donc, ça les met en danger puisqu'ils ne seront peut-être plus considérés comme des journalistes. Alors, la situation quand même prêtait déjà à ambiguïté, puisque effectivement RFI et France 24 sont des médias de service public qui ont toujours eu un lien fort, qui ont toujours eu une tutelle forte avec l'État français. On se souvient que quand France 24 avait été créée, la première directrice de France 24, c'était Christine O'Crane, qui n'était autre que l'épouse de Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères français. Donc il y avait quand même un conflit d'intérêts patent. Et c'est vrai qu'à de nombreuses reprises, France 24 et RFI, par leur couverture journalistique, ont pu laisser entendre que, en tout cas, ils pouvaient servir de relais aux éléments de langage de Paris et de l'Élysée. Je prends quelques exemples récents. Par exemple, au Tchad, au début de l'année dernière, il y a le fils du président, qui est aujourd'hui le président, qui a succédé à son père, grand allié de la France devant l'Éternel et grand dictateur soutenu par Paris et par Emmanuel Macron. Ce fils de président décide d'aller tirer au char sur la maison d'un opposant. Les obus font 5 morts, dont la mère et le fils de cet opposant. Et RFI ne trouve rien de mieux que de titrer « Incident à N'Djamena », comme si finalement il s'agissait que de fenêtres brisées et de portes cassées, violence au domicile d'un opposant, comme si finalement il y avait eu des violences réciproques, alors que non, c'est un char qui a tiré sur le domicile d'un opposant qui était pacifique. Un autre exemple, quand en novembre dernier, il y a un convoi de l'armée française de Barkhane, de l'opération militaire française au Sahel, qui est bloqué par des manifestants pacifiques au Burkina Faso et au Niger, qui ne veulent plus de l'armée française tire sur les manifestants désarmés, faisant 3 morts, dont un gamin de 14 ans. Et moi, j'ai regardé un peu. On a mis beaucoup de temps à annoncer les morts. On n'a jamais annoncé vraiment
que c'était l'armée française qui les avait tirés. Certains experts avaient même prétendu que des balles avaient ricoché au sol et qu'on n'avait pas tiré sur les manifestants, alors que ça s'est avéré ensuite le cas. Et on voyait cette couverture. On avait l'impression que le convoi de Barkhane, de l'armée française, c'était un peu le Paris-Dakar qui fendait l'Afrique en résistant aux hordes de sauvages. Enfin, c'était une couverture qui moi, personnellement, me gênait. Alors, je ne sais pas, et je ne pense pas qu'il faille faire un parallèle entre France 24 et RFI et RT ou la télé d'État turc. Il n'en reste pas moins que pour un certain nombre de personnes en Afrique, d'une grande partie de la population africaine, France 24 et RFI, de par leur couverture finalement très complaisante avec les errements de la politique française en Afrique, sont considérés comme une sorte de pendant français de RT, comme une sorte d'outil de propagande. Alors c'est bien qu'aujourd'hui, les journalistes de France 24 et de RFI soient vent debout contre les déclarations d'Emmanuel Macron, mais il faudrait aussi que ça se traduise en actes avec une vraie liberté de la presse et une vraie retranscription des faits tels qu'ils se passent en Afrique actuellement, et notamment avec la politique désastreuse de Paris. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille en tout cas la série d'articles que Fanny Pigeot avait publié sur Mediapart sur le rôle des médias français dans la guerre en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011, et aussi un article qu'elle a publié avec son confrère André-Michel Essungou dans Le Monde diplomatique, le dernier Monde diplomatique de septembre 2022. Et toi, tu l'as connu finalement presque dans ta chair, c'est-à-dire cette couverture des grands médias français, notamment à l'époque de la crise ivoirienne. Absolument, absolument. En tout cas, ces atteintes à la liberté de la presse font un contexte bien particulier, qui est celui de la disparition de la redevance. Alors, on peut avoir l'impression qu'Emmanuel Macron, quand il appelle les journalistes de ces médias à jouer un rôle de propagandiste, parce que c'est ce qu'il a fait. On peut penser qu'il est fou, qu'il est dingue, mais en fait, quelque part, on peut aussi se dire qu'il sonne la cloche et qu'il demande à tout le monde de se mettre au pas, qu'il affirme son pouvoir, parce que de toute façon, avec la disparition de la redevance, chaque année, chacune des entreprises audiovisuelles publiques viendra négocier son budget, et très clairement, cette nouvelle donne crée structurellement des médias d'État à la merci du pouvoir politique du moment, des médias d'État qui pourront être obligés de changer leur direction, de changer leurs journalistes, d'arrêter des émissions s'ils veulent que année après année leur budget soit reconduit et leurs privilèges soient maintenus. Alors l'autre sujet chaud du moment, c'est la rentrée sociale. Des tensions sont apparues au début de l'été entre la NUPES et les syndicats qui ne semblent pas décidés à faire front commun. La CGT a appelé à 2 journées de mobilisation fin septembre. Mélenchon a, de son côté, appelé à une grande marche contre la vie chère en octobre, tout en soutenant les syndicats. Tout à l'heure, Adrien a rappelé que les syndicats appelaient à une journée d'action. Eh bien, à la vérité, ils ne sont pas unis. La gauche est unie, pas les syndicats. Sauf pour les professions sociales et de santé, le 22. Aidez-les de toutes vos forces, ce 22, parce qu'ils sont tous ensemble. Mais, pour le reste, je veux dire qu'il est normal que les syndicats organisent l'action dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle la motion du dernier Conseil confédéral national de la CGT. Mais nous ne sommes pas organisés dans les entreprises. Nous ne nous en occupons pas. Donc nous reconnaissons la pleine légitimité des syndicats dans les entreprises, si possible unis, on préférerait, et si possible d'une manière déterminée, à décider ce qu'ils veulent. Mais nous ne sommes pas seulement une organisation qui vient tous les 5 ans vous proposer un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle et des candidats à l'élection législative. Nous sommes un mouvement populaire. Nous avons des responsabilités devant les 7 700 000 voix qui ont voté pour moi au premier tour. Nous avons des responsabilités devant tout le bloc populaire de 11 100 000 voix qui s'est porté sur les partis qui sont aujourd'hui réunis dans la NUPES. Et c'est la raison pour laquelle, si nous n'organisons pas de journée d'action en semaine et dans les entreprises, nous organisons de plein droit des mobilisations, et puisque j'en suis à vous le dire, des mobilisations populaires, les jours où ce n'est pas le travail, c'est-à-dire, pas pour tout le monde, le samedi et le dimanche.
on peut dire qu'il y a un risque de division du Front social, Thomas, même si on a l'impression d'avoir déjà vu cette chorégraphie depuis de nombreuses années, ces bisbilles entre front politique et front syndical sur le terrain des luttes. Oui, ça fait longtemps que le Front social est divisé et qu'effectivement, il y a des oppositions, des antagonismes entre les syndicats eux-mêmes et puis entre les partis politiques et les syndicats. On se souvient de la passe d'armes qu'il y a eu au début de l'été entre la CGT et la France Insoumise, entre Martinez et Jean-Luc Mélenchon, où Martinez appelait la France Insoumise à ne pas faire de mélange des genres, à ne pas se substituer aux syndicats, puisque effectivement la France Insoumise a appelé à une grande marche contre la vie chère au mois d'octobre, tout en soutenant d'ailleurs le mouvement syndical initié par la CGT, qui doit notamment se traduire par une marche et une journée de grève le 29 septembre. Après, c'est vrai que ça pose une question qui est récurrente en France et qui est notamment récurrente depuis la crise des Gilets jaunes, c'est la capacité des organes constitués, des organisations, qu'ils soient syndicats ou partis politiques ou mouvements, à créer, à fédérer la colère du peuple. On sait que, par exemple, le taux de syndicalisme en France est bas, et autour de 10%, alors que dans des pays comme l'Allemagne, comme les pays scandinaves, il est beaucoup plus haut, atteignant presque 80%. Donc il y a une vraie difficulté à fédérer la colère, qui est réelle aujourd'hui face à l'inflation qui monte, face à la hausse des prix, face à la politique de casse sociale du gouvernement. Et on l'a vu en 2018, quand le mouvement des Gilets jaunes est apparu, les partis politiques et notamment les syndicats ont mis beaucoup de temps à rejoindre ce mouvement, à comprendre que ce n'était pas un mouvement de fachos, que c'était juste des gens qui en avaient marre et qui voulaient se révolter contre un pouvoir libéral qui leur prenait tout et qui ne leur laissait rien. Les syndicats, notamment pendant des semaines, ont regardé d'un œil très circonspect les Gilets jaunes et ont eu l'impression d'être un peu mis de côté. Alors est-ce qu'il va avoir à l'automne, face à l'ampleur de la crise que nous vivons, face à l'ampleur de la hausse des prix, une sorte de front commun, d'union sacrée pour faire face à Emmanuel Macron? Nous le verrons bien. En tout cas, c'est souhaitable. C'est souhaitable et je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte du niveau de radicalisation du pouvoir, du niveau de radicalisation du bloc bourgeois aussi en France, et qu'on se dise que les recettes d'hier, c'est-à-dire les manifs République-Nation, les petites bisbilles entre syndicats, partis politiques, associations, le refus de se mélanger, l'obsession de sa singularité. Et il faut bien se rendre compte que ce n'est pas avec la routine des pratiques, des rituels syndicaux et politiques, des marches République-Nation, les barbecues syndicaux, les pratiques politiques classiques des années, des décennies précédentes. C'est pas avec ça qu'on va réussir à faire reculer un pouvoir aussi déterminé que celui d'Emmanuel Macron, à arracher aux Français leurs acquis sociaux, y compris dans les moments de crise. D'ailleurs, on a l'impression que pour ce pouvoir-là, les moments de crise comme ceux que nous vivons depuis un certain nombre d'années sont des moments où justement il faut faire avancer, sous couvert de lutte contre ces crises multiformes, il faut faire avancer l'agenda néolibéral. Il y a un pouvoir aussi qui peut être violent, c'est-à-dire ce qui a changé, c'est la violence des forces de l'ordre, notamment de la police, lors des manifestations, c'est-à-dire on a l'impression d'être revenu aux années 60, à l'époque du métro Charonne et des manifestations réprimées, c'est-à-dire la crise des Gilets jaunes quand même, avec la trentaine des borgnés, les mains mutilées, Zineb Redouane, Steve Maia-Caniço. C'est une violence qu'on n'avait pas vue. Et d'ailleurs, c'était une volonté du pouvoir, justement, d'étaniser le corps social. D'étaniser le corps social et d'inciter les gens à ne plus aller manifester, d'instiller la peur chez les gens pour qu'ils n'aillent plus dans la rue. Et ça a réussi en partie, puisqu'ils ont réussi, par cette peur qu'ils ont instillée, par cette violence, à faire réduire le cortège des Gilets jaunes. Et c'est vrai que ça, c'est nouveau par rapport aux manifestations instituées et plutôt pacifiques qu'on avait connues ces dernières décennies. Dans le monde merveilleux de la gauche, une partie des éléphants du PS tente vaille que vaille, manifestement, de diviser la NUPES. L'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, veut refonder une autre gauche, dit-il, une gauche social-démocrate, pour mieux affaiblir la NUPES, on a envie de dire. Il est encore vivant, Bernard Cazeneuve ? Je crois, en tout cas, oui, il est là. Il y avait une phrase de Clémenceau qui était très cruelle quand le président Félix Faure est mort. Il a dit, quand il est rentré dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Alors, je trouvais que Bernard Cazeneuve était dans le néant, il s'y plaisait plutôt bien. Donc, effectivement, c'est-à-dire l'énième tentative de ressusciter une gauche
social-démocrate, une gauche molle, une gauche tiède, une gauche des apparatchiks, une gauche finalement qui appartient au passé. En tout cas, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. La seule petite chose que peut espérer Bernard Cazeneuve, c'est fonder un mouvement qui peut-être plus tard dans les élections intermédiaires, peut-être les élections sénatoriales ou régionales, pourra espérer quelques strapontins, quelques postes. Et moi, ce qui me fascine, c'est la capacité de ces hauts commis de l'État, de ces grands commis de l'État qui disent défendre l'intérêt public, à passer du privé au public et à revenir avec un sentiment égal, avec un discours égal en disant qu'ils sont là pour les gens, pour refonder une gauche dont ils ne partagent absolument pas les valeurs. Bernard Cazeneuve, quand il a quitté le gouvernement de François Hollande, est allé pantoufler dans un très grand cabinet d'affaires qui s'appelle le cabinet Debussy, qui est connu pour des méthodes pour le moins controversées et qui défend les plus grands salauds de France et de Navarre, les grandes compagnies pétrolières. D'ailleurs, dans le procès en diffamation qui nous est fait aux médias et qui m'est fait par une société minière qui pollue et qui corrompt à tour de bras en Guinée, la société minière a choisi le cabinet de Bouzy pour se défendre et pour nous attaquer. Donc évidemment, Bernard Cazeneuve est passé par là. Aujourd'hui, prétend revenir à ses premières amours à la politique pour défendre les gens. Il n'en est absolument rien, puisque la seule stratégie, c'est d'affaiblir la NUPES. C'est un peu la dernière tentative des éléphants pour se raccrocher à un PS dont ils ont perdu le contrôle. En tout cas, il devrait demander des conseils à Laurent Geoffrin, pas au sujet de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il faut surtout pas faire, puisque Laurent Geoffrin a essayé aussi de créer un machin de ce type dont on n'entend plus parler. Oui, disparu corps et biens. Dernier sujet, la chasse aux imams lancée par Gérald Darmanin après l'expulsion, une expulsion ratée, puisque Hassan Iquioussen est parti avant d'être chassé. Le ministre de l'Intérieur a visiblement préparé une liste d'imams qu'il voudrait expulser du territoire français, des imams avec lesquels il avait pourtant entretenu des liens privilégiés. Alors, Darmanin fait du Sarkozy. Il fait du Sarkozy, il occupe l'espace médiatique, ça a un intérêt personnel pour lui, puisqu'il prépare sa candidature très clairement à l'élection présidentielle de 2027, ou en tout cas il se positionne comme successeur d'Emmanuel Macron, et puis en parlant des vieilles antennes sécuritaires, en ressortant l'épouvantail de l'imam, de la radicalisation djihadiste ou islamiste, ça permet de ne pas parler des vrais sujets qui finalement inquiètent les Français tous les jours, l'augmentation des prix, la vie chère, l'énergie qui augmente, dont on occupe le terrain. Ça fait parler CNews, ça fait parler les chaînes d'infos en continu, avec parfois un peu de ridicule, puisque finalement, ce qu'espérait Gérald Darmanin en expulsant Hassan Iquioussen, c'est avoir une belle photo de cet imam menotté et raccompagné Manu Militari à l'aéroport Charles de Gaulle. Il n'a pas eu, puisqu'il semblerait que l'imam se soit expulsé tout seul. Et puis après, il y a un vrai problème de droit. On peut, comme moi, ne pas être d'accord avec les propos qu'a tenus Hassan Iquioussen, notamment envers les juifs ou envers les homosexuels. Mais nous sommes dans la patrie des droits de l'homme, il y a des droits fondamentaux. Et si on veut expulser quelqu'un pour des propos qu'il a tenus, il faudrait quand même qu'il soit jugé d'abord par un tribunal devant lequel il puisse se défendre. Et s'il y a une condamnation judiciaire, ce qui, je rappelle, n'a pas été le cas dans le cas de Hassan Iquioussen, l'autorité administrative pourra prendre des mesures d'éloignement. Mais là, c'est la puissance publique qui décide toute seule d'expulser un imam. Et finalement, Gérald Darmanin a une longue liste d'imams et c'est très inquiétant parce que de nouveau on s'en prend aux mêmes, on s'en prend aux musulmans, on fait peur avec les musulmans. Alors des propos contre homophobes et antisémites, il en existe dans toutes les religions. Il suffit d'aller dans le 5e arrondissement de Paris, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, où vous avez une frange très radicale de l'Église catholique, qui a d'ailleurs pendant un temps été exclue par Jean-Paul II, la fraternité Pie X, où vous avez des abbés qui brûlent des drapeaux arc-en-ciel et qui tiennent des propos très homophobes et très antisémites. Donc il en existe partout, mais Gérald Darmanin préfère se concentrer sur finalement ces boucs émissaires que sont les musulmans. De toute façon, au-delà de l'islam et des musulmans, il me semble que la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté de conscience sont absolument liées. Et le droit de croire, c'est le pendant du droit de ne pas croire. Et il faut être vraiment naïf pour ne pas se rendre compte que c'est vraiment un aspect de la liberté des cultes qui est menacé. C'est le culte musulman qui est menacé. Et en menaçant le culte musulman pratiqué par une minorité, à peu près pas plus de 10-11% de la
population, on expérimente des méthodes de répression, des méthodes de contournement du droit que finalement on appliquera à d'autres communautés de pensée ou à d'autres groupes organisés ou même pas organisés. On a bien vu que les violences policières ont d'abord touché les banlieues, les minorités, les gens du voyage, etc. Et puis de proche en proche, elles ont atteint le cœur de la France populaire quand elle s'est révoltée lors de la crise des Gilets jaunes. Et surtout, je voudrais quand même qu'on évoque la question du Conseil d'État, donc, qui, contrairement au tribunal administratif, a validé l'expulsion de Hassan Iqiyoussen, un Conseil d'État à qui tu as eu toi-même affaire et qui semble accompagner la dérive répressive de l'exécutif. Oui, c'est quand même quelque chose de très inquiétant, puisque le Conseil d'État, qui est le pendant administratif du Conseil constitutionnel, doit normalement garantir nos libertés et garantir le droit. Or, depuis quelques années, on constate qu'il y a un mouvement où le Conseil d'État peut accompagner les atteintes aux libertés, les restrictions de liberté. On l'a vu pendant la crise sanitaire, où des fois des mesures qui étaient édictées par le gouvernement et qui n'étaient absolument pas justifiées ont été validées par le Conseil d'État. On a eu toute une série de lois qui ont été votées après les attentats de 2015, les attentats du Bataclan, et qui ont été d'abord pensées pour lutter contre les terroristes et lutter légitimement contre les terroristes, mais qui ont été dévoyés et utilisés contre des militants écologistes, des gilets jaunes, et le Conseil d'État a validé ça. Contre la France-Afrique. Oui, ça a été mon cas. C'est-à-dire, par exemple, on a créé, après les attentats de 2015, par une loi au Conseil d'État, une formation spéciale du Conseil d'État, donc une formation qui a habilité secret défense. Donc moi, à un moment, je me suis retrouvé fiché S de manière complètement délirante. Donc j'ai bien évidemment contesté devant le Conseil d'État pour savoir déjà ce qu'il y avait dans ma fiche F, parce que je ne sais pas du tout. Et sauf que le Conseil d'État a invoqué le secret défense, c'est-à-dire que je n'avais même pas le droit de me défendre et je n'ai même pas eu à connaître les motivations du jugement. C'est quand même incroyable qu'en démocratie et en France, le principe du contradictoire ne soit pas respecté. On a l'impression qu'on est revenu aux plus grandes heures du tribunal révolutionnaire en 1793, où on jugeait Danton et Desmoulins dans une salle à part pour qu'ils n'aient pas à connaître l'opinion des juges et qu'ils ne puissent pas se défendre et rétorquer aux juges. On en est revenu là, et on en est revenu à espérer que la Cour européenne des droits de l'homme mette fin à l'incurie et aux atteintes aux libertés fondamentales que le Conseil d'État est visiblement incapable d'arrêter. Et on en revient encore une fois à l'intrication profonde entre les grands corps de l'État, entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, entre le public et le privé. Tout ça est mêlé et ça donne le sentiment légitime, souvent, à une grande partie de la population que tout ça est une caste qui se protège et qui est prêt à dépouiller les Français de leur argent et de leur liberté. Bref, sommes-nous encore en démocratie? C'est une question qui vraiment se pose avec de plus en plus d'acuité. Nous, aux médias, on se bat. C'est pour notamment continuer de donner la parole à cette France-là qui refuse de se soumettre, cette France qui se bat sur le front social, sur les différents fronts écologiques, politiques, que nous avons décidé de nous transformer, de transformer le média en une vraie télé, entre guillemets, c'est-à-dire nous ne sommes plus une chaîne YouTube, nous avons l'ambition d'aller attaquer les médias traditionnels sur leur terrain, sur le terrain de la diffusion via les box, via la TNT, et nous lançons ce chantier à cette rentrée, dès le 19 septembre. Nous allons diffuser de 13h à 20h et nous espérons à un moment donné diffuser 24 sur 24 en direct. En tout cas, vous aurez droit, en regardant le média, d'abord sur les plateformes et après à la télé, 24 heures sur 24, avec une alternance de direct et de différé. Mais pour qu'on arrive à ce résultat-là, pour qu'on réussisse à faire vivre cette utopie réalisable, on a besoin de votre aide. Nous avons besoin d'avoir au moins 12 500 abonnés dans les semaines qui viennent. Et au mieux, au moment où nous allons arriver donc sur les box et peut-être sur la TNT, si nos dossiers sont acceptés, nous avons besoin d'avoir 30 000 abonnés. Imaginez 30 000 abonnés d'un média indépendant, proche du peuple, proche de ses préoccupations, proche des luttes sociales, qui finalement fait concurrence aux gros mastodontes contrôlés par les milliardaires. C'est beau, c'est entre nos mains, c'est possible. Abonnez-vous, faites des abonnés, soutenez les médias.
sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi les petits soldats maintenant, c'est ça? La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là, t'es vraiment un énorme connard. Un délire homophobe, c'est pas grave. Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24/7 du Média, avec une grande émission en direct, des flash infos et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous. Aidez-nous à construire la chaîne du peuple.